Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra cette édition et veuillez nous excuser pour ce léger retard. Une édition donc que nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Issa Garba. Il est le secrétaire à l'information du groupe de réflexion et d'action dans les industries extractives à Graines. Bonsoir Issa. Bonsoir. Avec notre invité, nous allons revenir sur la manifestation prévue demain par les organisations de la société civile contre Areva. Le temps donc de noter encore des interpellations dans le milieu de la presse nigérienne. 2 journalistes d'Alternative ont été interpellés ce mercredi à la police judiciaire. Il s'agit de Albert Chebou, président du réseau des journalistes pour la paix et la sécurité, et Souley Magé dit Rojoto. Nous ignorons le motif de leur interpellation, mais c'est donc 2 interpellations portent à 6 donc le nombre des journalistes interpellés entre le 23 janvier et ce jour. Nous venons de l'apprendre à l'instant que nos 2 confrères interpellés ont été donc libérés. Cela dit, plus de 50 structures de la société civile nigérienne se sont mobilisées pour défendre les intérêts du Niger face à Areva. Elle projette d'organiser demain, jeudi 6 février 2014, une manifestation donc pour dire non à Areva. Précision dans ce reportage. Ils sont tous présents à ce point de presse. Ils se sentent les représentants des structures de la société civile unis pour la défense des intérêts du Niger. Déterminés plus que jamais à ce combat pour la souveraineté du Niger, les défenseurs des intérêts nationaux portent désormais la couleur jaune de l'uranate qui signifie « touche pas à mon uranium ». Une richesse naturelle qui devait servir le Niger et son peuple, malheureusement qui se trouve depuis plus de 40 ans au service de la société française Areva. Contrairement à certaines allégations d'autorités nigériennes, nous disions haut et fort que la santé financière de Areva actuellement lui permet bel et bien de respecter les lois et règlements de notre pays et lui permet de payer toutes les taxes dans le cadre de l'exploitation de nos ressources naturelles et de cesser de bénéficier d'exonérations exorbitantes. Pour que justice soit rendue, pour que le Niger puisse effectivement aussi prétendre faire son développement avec les ressources de son sous-sol. Je vous donne des chiffres. Sur seulement le premier trimestre 2013, Areva a généré un chiffre d'affaires consolidé de 2 milliards 279 milliards d'euros, soit 1495 milliards,93 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget annuel de notre pays. Au 3e trimestre 2013, son chiffre d'affaires s'élève à 6,8 milliards d'euros, plus de 4460 milliards de francs CFA, en hausse par rapport à 2012, et son carnet de commandes a atteint 44,9 milliards d'euros. C'est-à-dire la somme faramineuse de 29 452 milliards de francs CFA, soit plus de 21 ans du budget de l'État du Niger. En 2012, le chiffre d'affaires total du groupe nucléaire Areva dépassait les 9 milliards d'euros, soit 5 900 milliards de francs CFA. Et ses activités minières lui ont rapporté un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros, soit 892 milliards de francs CFA. Les données ci-dessous montrent que le chiffre d'affaires de Areva de 2013 est en hausse de 5,5% par rapport à celui de 2012. Ça vient des propres communications, des propres chiffres que Areva a publiés sur les sites. Si l'on y croit ses bilans et sa communication à ses actionnaires, Areva se porte très bien. Il est grand temps pour les autorités nigériennes d'appliquer la loi minière 2006 à Areva, ce qui motive d'ailleurs la société civile nigérienne à une mobilisation générale pour dire non à Areva à travers un meeting suivi de marches prévues pour le jeudi 6 février 2014. Pour cela, convaincu du rôle incontournable du peuple nigérien dans la défense de la souveraineté économique de notre pays,
notamment dans l'exploitation de ces ressources naturelles, nous nous lançons un appel solennel pour massivement sortir le jeudi 6 février 2014 à partir de 8 h pour marcher de la place de la concertation à la place des Nations Unies en vue d'exprimer notre ferme détermination à défendre l'application du Code minier 2006 à Areva. Cet appel, nous le lançons au premier des Nigériens, son Excellence, M. Mohamed Youssouf, président de la République, qui a solennellement exprimé sa volonté de rééquilibrer les contrats miniers et pétroliers en faveur du Niger. Ensuite, aux membres du gouvernement, aux parlementaires, aux présidents, aux militants de toutes les formations politiques, opposition comme majorité, aux travailleurs et aux acteurs de la société civile à l'avant-garde de ce combat. Aussi, nous avions décidé, comme nous le demandons à chacun d'entre vous, de porter à son cou, à sa poche, à la poche de sa chemise ou tout autre endroit, de l'exposer devant sa maison même, et au bureau et autres, un tissu de couleur jaune, la couleur de l'Uranat. Ce n'est pas la couleur d'un parti pour nous, c'est la couleur de l'Uranat, nous tenons bien à l'exprimer, pour affirmer et défendre que l'uranium est la propriété du peuple nigérien, jusqu'à ce que cette lutte puisse aboutir. De la place de la concertation via le rond-point commissariat central à la place des Martyrs en destination de la devanture du palais des congrès, tel est l'itinéraire choisi par les structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger pour exiger du gouvernement et de Areva la signature d'une convention rentable aux 17 millions de Nigériens. Et puis, à la veille de cette manifestation des structures de la société civile nigérienne, cette information qui vient de tomber, Paris juge légitime les demandes de Niamey face à Areva. Ce partenariat bilatéral a été en effet à la une des discussions ce jour même à l'Assemblée nationale française. Mais cela ne signifie pas que la France et Areva vont accepter toutes les revendications alors qu'il y a des incertitudes nucléaires qui planent encore à printemps. Le temps donc de prendre notre invité, je l'annonçais, Issa Garba, du groupe de réflexion et d'action dans les industries extractives Graines. Issa, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation pour parler de cette question d'actualité, notamment les structures de la société civile nigérienne. Une cinquantaine donc décide d'organiser une manifestation demain, et jeudi, une manifestation contre Areva. Et à la veille de cette manifestation, justement, Paris vient donc de juger légitime les demandes du Niger. Et quelle est votre première réaction par rapport à cette information de la dernière heure? Merci Hassan Saleh pour l'opportunité que vous nous donnez, vous et la direction de la télé Labari. Nous vous remercions et vraiment nous encourageons du combat que vous êtes en train de mener chaque matin et chaque soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons vraiment une pensée toute particulière à nos deux camarades journalistes qui ont été interpellés ce matin, et qui sachent que vraiment les associations de la société civile vraiment sont avec eux, et nous sommes de cœur avec eux pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que vraiment la vérité triomphe. Ceci étant dit, effectivement, le ministre, qui n'est pas des moindres, il s'agit de Pascal Canfin, a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle il disait que vraiment la réaction nigérienne, elle est toute légitime, parce que nous sommes en droit vis-à-vis du rang que nous occupons mondialement de demander à ce que vraiment justice soit faite en ce qui concerne l'exploitation des ressources que nous connaissons aujourd'hui, qui au soubresaut de ce que vous connaissez, de les remous sociaux que vous connaissez. Donc c'est pourquoi nous pensons que si un ministre français, qui n'est pas de moindre, parce qu'il s'agit de Pascal Canfin, qui est le ministre du Développement français, qui sort sur les zones pour dire ça, nous pensons que ça légitime encore les revendications que nous sommes en train de faire. Cela démontre tout simplement que vraiment nous sommes sur la bonne voie, la voie pour le développement de ce pays. Parce que nous avons plus besoin de ressources additionnelles pour que vraiment notre pays puisse être parmi les pays dont on cite d'exemple en matière de développement, surtout en matière d'indice de développement humain,
où chaque fois le Niger est classé dernier. Donc nous pensons que sur la base de ces ressources-là, nous allons atteindre vraiment les objectifs du millénaire pour le développement. Donc cette information vient réconforter les structures de la société civile nigérienne à la veille d'une manifestation qu'elle projette d'organiser? Oui, elle vient non seulement réconforter vraiment les actions que nous sommes en train de faire en tant que société civile, parce que dans tous les cas, c'est notre travail traditionnel, il va falloir qu'on le fasse, mais ça vient aussi conscientiser certains dirigeants, certaines autorités nigériennes qui n'ont pas compris l'objectif de la lutte et pourquoi cette lutte, qui pensent que nous sommes des va-t-en-guerre, qui pensent que nous sommes manipulés quelque part, alors que nous sommes juste manipulés par notre conscience et par notre patriotisme et par vraiment l'esprit de citoyenneté qui nous anime aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous pensons que ce message-là vient à l'endroit, pas à l'endroit des acteurs de la société civile, mais à l'endroit des autorités qui ne comprennent pas, qui ont fait semblant de boucher leurs oreilles. Ce message vient à leur endroit et je pense que depuis ce matin, ils sont revenus à la raison et qu'ils seront demain matin à la manifestation, à l'avant-garde de la manifestation. Nous souhaiterions les voir en première ligne des manifestants pour demander à ce que vraiment justice soit faite au peuple nigérien. Et nous pensons que le président de la République, en tant que premier citoyen, en tant que garant de l'indépendance vraiment de la justice, en tant que premier magistrat, va sortir lui-même en personne. Et derrière lui, le président de l'Assemblée, le premier ministre, les membres du gouvernement et tous les présidents des institutions, ainsi que les présidents des partis politiques seront là à la place de la concertation, parce que c'est un mouvement qui est un mouvement populaire, un mouvement citoyen, et nous pensons qu'ils seront là à la première heure pour montrer à la face du monde que vraiment ils ont le peuple nigérien qui les soutiennent, ils ont le peuple nigérien derrière eux qui disent non au comportement des Areva, qui disent non encore à l'exploitation abusive et irrégulière de nos ressources minières. Oui, Issa, donc concrètement, quels sont les motifs de cette manifestation? Qu'est-ce que vous voulez montrer à la face du monde? Nous voudrions montrer à la face du monde que nous sommes dans l'esprit du respect de la Constitution qui dit que la souveraineté, qui nous donne la souveraineté sur nos ressources minières, et nous exigeons à ce que Areva puisse revenir sur sa décision et arrêter son comportement de vouloir refuser les lois et règlements, surtout en matière fiscale où Areva refuse qu'on lui applique la fiscalité nigérienne. Et Areva pense que nous devons continuer, après 50 ans d'exploitation, continuer à lui donner des exonérations au même moment où tous les citoyens nigériens payent l'impôt au Niger. Areva ne voulait pas payer l'impôt au Niger. Et donc nous pensons que du moment où Areva exploite au Niger, il est tout à fait normal et obligatoire d'ailleurs pour que Areva puisse se soumettre vraiment au droit fiscal nigérien. Parce que c'est cela notre objectif, amener Areva à respecter la fiscalité nigérienne. Si vraiment Areva respecte, nous n'avons rien contre Areva, nous voudrions tout simplement que Areva respecte la législation nigérienne. Si Areva respecte, nous n'avons aucun problème avec Areva. Oui, Areva justement, qui vient de publier récemment son chiffre d'affaires de l'année 2013, qui a connu une hausse d'à peu près 4%. Et quelle est votre réaction par rapport à ça? En fait, Areva vient en ce moment-là de dire que parce qu'en publiant vraiment son budget, Areva vient dire au ministre des Affaires étrangères qui a dégagé une position faisant état que Areva ne pouvait pas supporter vraiment les charges fiscales que nous voudrions lui imposer conformément à la loi 2006. Donc si Areva publie un budget de 9 milliards, cela prouve tout simplement, alors que nous, de milliards d'euros, alors que nous sommes à 1000 milliards de francs CFA, et donc Areva a un budget plus que notre État dans lequel il exploite même son jugement. C'est ce qui est tout à fait vraiment ridicule. Et nous pensons que Areva, ce message-là, c'est à l'endroit du ministre des Affaires étrangères qui pense que Areva ne peut pas supporter la fiscalité et qu'on ne peut pas lui imposer ce comportement-là. Le temps de revenir avec vous, Issa Garba. Donc, nous l'annoncions, cette information qui vient à l'instant même de tomber. Paris qui juge légitime les demandes de Niamey face à Areva. Plus de précisions dans cet élément de Michel Djedji. Ces déclarations ont eu d'autant plus de retentissement qu'elles ont été faites devant l'Assemblée nationale, engageant ainsi le gouvernement français. Les deux parties se sont mises d'accord pour se donner comme date limite fin février pour trouver un accord qui soit compatible avec les conditions d'exploitation de l'uranium d'Areva, a déclaré M. Canfin. M. Canfin, qui répondait à une question du député Vert Noël Mamère, a ajouté que
Ce gouvernement souhaite que le nouvel équilibre qui sera trouvé soit compatible avec le développement du Niger qui est conforme à notre intérêt. Cet intérêt est économique puisque le Niger doit devenir le second producteur d'uranium de la planète dans quelques années. L'intérêt est aussi stratégique puisque Niamey appuie Paris dans la lutte contre les mouvements radicaux islamistes dans la bande sahélienne. Ces déclarations des autorités françaises vont sans doute constituer une lueur d'espoir pour les organisations de la société civile nigérienne déterminées à défendre les intérêts du Niger. Rappelons que cette importante rencontre de Paris s'est tenue à un moment où ces organisations nigériennes s'apprêtent à organiser ce jeudi 6 février 2014 une importante marche de protestation suivie de meetings à Niamey. Voilà, donc la manifestation est prévue pour demain, M. Issa Garba. Et quelle est l'heure, donc le rendez-vous de cette manifestation? Et profitez encore pour vous poser une question. Je vous vois donc approcher un bandeau donc jaune. Et quelle signifie cette couleur jaune que vous approchez? Merci à Sansalé pour cette question. Effectivement, et pour ne pas s'aimer la confusion et le doute dans l'esprit des Nigériens que nous connaissons à travers certaines spéculations que les gens peuvent faire, parce que nous portons, les gens vont juger la couleur en pensant que c'est la couleur d'un parti politique. Nous l'avons rappelé hier à travers notre point de presse. Nous l'avons rappelé que ça n'a rien à voir avec la couleur d'un parti politique, mais c'est la couleur de l'uranate qui est extrait au niveau de la région d'Arlit. Donc c'est la couleur de l'uranium, c'est pour montrer vraiment notre jalousie et cela veut dire ne touche pas à mon uranium, c'est mon avenir, c'est l'avenir des générations futures, c'est ce que cela veut dire. Nous sommes jaloux de notre uranium, c'est pourquoi nous avons demandé, c'est un acte citoyen, c'est un acte patriotique pour nous détacher ce foulard, pour montrer à la face du monde que nous sommes jaloux vraiment de ce qui est en train de se passer et vraiment le comportement de l'impérialisme par rapport à l'exploitation de cette ressource. C'est pourquoi nous avons tenu à demander à tous les citoyens nigériens qui sont jaloux de leur patriotisme, qui sont jaloux de notre chère nation, le Niger, de porter à leur cou, à leur maison, à leur véhicule, à leurs mains, vraiment ce foulard jaune qui est l'expression de notre attachement à ce gisement-là, qui est tout à fait notre propriété, qui est une propriété nigérienne. Donc c'est pourquoi ce foulard, ça n'a rien à voir avec une option politique. Donc peut-être pour finir, M. Issa, un dernier mot à l'endroit de la population de Niamey, et pour dire que cette manifestation est bien pacifique. Et effectivement, nous ne quitterons pas ce plateau sans pour autant demander à toute la population de Niamey à sortir massivement demain matin à 8h30 à la place de la concertation, où nous allons tenir un grand meeting devant le Parlement pour exiger, pour demander à ce que Areva puisse respecter les conventions qui seront issues de ces négociations et qui prennent en compte les aspirations du peuple nigérien, c'est-à-dire le respect de la loi 2006 qui impose un certain nombre de fiscalités à Areva. Il va falloir que Areva revienne sur son comportement. Et surtout, nous lançons cet appel à l'endroit de la jeunesse nigérienne qui est l'avenir d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Parce que ce combat que nous sommes en train de faire, c'est pour nous, parce que c'est le combat du développement et pour un développement durable. Et ce développement durable ne concerne que la jeunesse. Et il va falloir qu'à partir de cet instant-là, que nous fassions la rupture d'hier, parce que aujourd'hui, nous avons atteint un seuil de maturité qui doit nous amener, nous en tant que jeunes, à savoir que ce combat nous appartient, parce que nous le faisons. Nous sommes, tout à l'heure, je l'ai dit, l'avenir d'aujourd'hui est celui de demain. Donc il va falloir que nous nous mobilisons pour que nous puissions tirer profit des ressources qui sont exploitées de notre sous-sol. C'est pourquoi nous demandons à 8h30 la population de Niamey de sortir massivement à la place de la concertation, où nous allons tenir un grand meeting où un mémorandum sera lu, mais nous voudrions rassurer la population de Niger et la population de Niamey que cette manifestation elle est pacifique. Nous avons pris toutes les dispositions pour que ça se passe dans un cadre pacifique, un cadre de sérénité, et nous pensons que nous avons pris à notre niveau de disposition pour pouvoir empêcher toute infiltration, parce que nous avons des échos, mais cela ne nous décourage pas, mais nous allons veiller à ce que vraiment cette manifestation puisse se tenir dans le respect et les normes en vigueur. Merci Issa Garba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à l'information du GREN. Le GREN, c'est le groupe de réflexion et d'action dans les industries extractives du Niger. Et merci M. Issa Garba, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc rendez-vous demain. C'est à nous de vous remercier. Okay, donc restez avec nous pour suivre la suite de cette édition.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, était l'invité de RFI ce mercredi. Il a répondu à plusieurs questions politiques et sécuritaires. Le ministre Hassoumi réagit d'abord par rapport au risque d'attaque terroriste auxquels certains pays du Sahel sont exposés dans le Niger. On l'écoute. Vous savez, je me méfie des généralisations. Dans un certain sens, il a raison, mais il faut restreindre ça. Je pense qu'il aurait dû, de manière plus précise, dire que le sud libyen est un incubateur de groupes terroristes. Là, c'est précis. Mais je pense que la prise de conscience de la menace que constitue le sud libyen est aujourd'hui assez forte, puisque nous, le président de la République du Niger, depuis un certain temps, a toujours stigmatisé cette zone, ce sanctuaire-là, comme une menace. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il a été entendu, puisque ce message est relayé par les officiels français, le ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée française, qui parle même de la nécessité d'une intervention dans le sud libyen. Je pense donc que ce message est entendu. Cette intervention rentre dans l'ordre du possible. Les puissances qui sont intervenues en Libye pour renverser le colonel Kadhafi, à la suite duquel la Libye est devenue aujourd'hui le principal sanctuaire terroriste, doivent faire le service après-vente. Et dans le cas du service après-vente, il est tout à fait légitime que la France et les États-Unis interviennent pour éradiquer la menace terroriste dans le sud de la Libye. Au Niger, vous avez accepté que l'armée française déploie des drones et des hélicoptères pour renforcer la surveillance des djihadistes. Est-ce que c'est le prix à payer pour éloigner cette menace ? D'abord, c'est pas une question nouvelle, parce que j'ai lu qu'il y a des bases françaises que nous avons autorisées au Niger, comme si c'était une question nouvelle. C'est pas une question nouvelle. Dans le cas de l'intervention française au Mali, des troupes françaises, des avions français, Niamey a constitué une des bases de l'intervention française au Mali. Donc par conséquent, ce dispositif français et aussi américain était là depuis longtemps, était en place. Tant que cette menace existe, nous avons besoin de la présence de nos alliés, de nos amis, pour participer à la lutte contre le terrorisme. Est-il vrai que plusieurs officiers supérieurs de l'armée nigérienne sont mécontents de ne pas avoir été prévenus à l'avance du renforcement? Mais c'est pas vrai, ce dispositif existait depuis longtemps. C'est il y a 2 ans que ce dispositif est en place dans le cadre de l'intervention au Mali. Mais il n'y a pas de grogne dans l'armée? Il n'y a pas de grogne dans l'armée. L'armée, quand elle grogne, ça se voit. Mais c'est une pure invention. L'armée a participé. Vous savez, depuis que nous sommes là, il y a un conseil national de sécurité qui se réunit tous les mardis, une fois par semaine, avec l'ensemble des responsables militaires et des forces de sécurité. Et toutes les décisions sont prises dans ce cadre-là. Et il n'y a pas eu de ressentiment quelconque au niveau de l'armée. Bien au contraire, jamais l'armée nigérienne n'a été aussi équipée. Et nous pensons que c'est de la propagande qui est faite. Vous voyez comment on peut manipuler, mais ces gens-là sont connus. Et je pense que dans le désarroi, dans leur défaite politique, ils essaient de faire des appels du pied à l'armée, ce que nous n'acceptons pas. Et je pense qu'ils seront démasqués et isolés comme tels. Vous parlez de l'opposition? Je parle de M. Hama Amadou et de M. Seyni Omar qui ouvertement appellent à l'interruption du processus démocratique, du mandat démocratique régulier par l'intervention armée. Et ils ont une démarche tout à fait irresponsable. Alors vous parlez de Hama Amadou dans une interview à Jeune Afrique. Le président de l'Assemblée nationale s'étonne que vous ayez autorisé les Français à réinstaller une base au Niger sans consulter le Parlement. Mais c'est complet. Il était là, président de l'Assemblée. Ça fait 2 ans qu'il y a des avions français à Niamey dans le cadre des opérations au Mali. Le débat parlementaire a eu lieu sur la situation au Mali. Le gouvernement nigérien a été soutenu dans sa démarche, y compris avec lui. Maintenant, il essaie d'attraper n'importe quoi et fait feu de tout bois. Et quand vous accusez Hama Amadou et Seyni Oumarou de vouloir interrompre le processus démocratique, l'accusation est grave. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Ils l'ont dit publiquement. Attention, c'est pas moi qui les accuse. Ils l'ont dit mieux. Ils appellent à la haine ethnique. Ils appellent dans des meetings publics. Ils appellent à l'interruption du processus démocratique par la force. Et ils le justifient. Ils disent que c'est normal qu'ils le fassent. Ils le font publiquement. Dans des meetings? Dans des meetings. En quelle langue? Ils le font en langue nationale, en germain. Ils appellent aussi les gens à chasser. Ils considèrent que ceux qui sont au pouvoir actuellement sont des étrangers à Niamey. Ils doivent retourner chez eux. Vous voyez ce genre de thématique dangereuse que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas l'habitude de voir. C'est les premiers à le faire.
Et on vient justement à la question des journalistes. C'est parce que ces journalistes-là ont relayé ce message publiquement dans des débats à la télévision qu'on les a mis en garde à vue pour les entendre. Reporters sans frontières a dénoncé un durcissement de votre gouvernement à l'égard de la presse. Mais justement, Reporters sans frontières n'est pas informé. Est-ce que le fait d'avoir la liberté d'appeler à la haine ethnique, la liberté d'appeler à l'interruption du processus démocratique est permise aux journalistes? Chez nous, la Constitution l'interdit. Le Code pénal le réprime. Et donc, le procureur a demandé à les entendre. Il n'a pas fait de poursuite, il les a pas emprisonnés. Il les a libérés, mais c'est un avertissement. Personne ne sera inquiété. Mais il y a des limites. Alma Amadou est toujours président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez tenter de le faire tomber de son perchoir? Je pense qu'il ne mérite plus d'être président de l'Assemblée après avoir eu des propos séditieux et irresponsables. Donc, je pense que les députés prendront leurs responsabilités le moment venu. Massoudou Assoumi, merci. Et puis cette réaction du bureau politique national du MNSD, Nassara, qui a suivi sans surprise l'intervention du ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou sur RFI. C'était donc dans un communiqué de presse. Le MNSD s'est dit indigné par les accusations portées par son président Hussein Oumarou par le ministre Hassoumi Massaoudou. Ibrahim Tekiré. Dans ce communiqué de presse en date de ce 5 février 2014, signé le secrétaire général adjoint Mouradari, le bureau politique national du MNSD Nassara s'est dit d'abord indigné par les graves accusations portées à l'endroit de son président par le ministre de l'Intérieur sur RFI. Puis le BEN du parti MNSD Nassara a tenu à faire 6 mises au point suivantes. 1. Depuis l'échec de la tentative de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et de la création de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, consacrant la recomposition du paysage politique et le renforcement de l'opposition, le pouvoir tente désespérément de se poser en victime expiatoire de complots imaginaires afin de camoufler son incapacité à faire face aux vraies préoccupations du peuple. 2. Le bureau politique national réaffirme aux grandes dames du régime moribond du Gouri que le MNSD Nassara reste et demeure le creuset de l'unité nationale et ne saurait tolérer les propos diffamatoires tenus par le sieur Hassoumi Massaoudou dans le dessein d'opposer les Nigériens. 3. Le MNSD Nassara ne saurait être traité par quiconque de parti ethnocentriste ou régionaliste, encore moins par ceux-là même qui, arrivés au pouvoir à l'issue d'un processus électoral frauduleux, cherchent à s'y maintenir par la zizanie, la discorde et le mensonge érigé en mode de gouvernance. 4. Les propos tenus par le sieur Hassoumi Massaoudou, dont l'arrogance et de notoriété publique, prouvent que le régime est aux avoirs face à une impopularité sans cesse grandissante, conséquence de la malgouvernance caractérisée par l'enrichissement scandaleux des tenants du pouvoir, la corruption jamais égalée de mémoire de Nigériens, les violations répétées de la Constitution, la politisation à outrance de l'administration et les multiples actes attentatoires à l'unité nationale et à la quiétude sociale. 5. Le bureau politique national réaffirme solennellement que le président Hussein Oumarou, connu pour sa grande modération et sa sagesse, n'a jamais tenu et ne peut tenir les propos que lui prête M. Hassoumi Massaoudou. Et enfin, 6. Aussi, tout en se réservant le droit de porter plainte devant les juridictions compétentes, et compte tenu de tout ce qui précède, le bureau politique national du MNSD Nassara exige-t-il la démission immédiate de son poste de ministre de la République de M. Hassoumi Massaoudou, véritable pyromane qui met en péril l'unité nationale. C'était là la substance de ce communiqué de presse du bureau politique du MNSD Nassara suite aux propos tenus sur RFI par le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou. Marc Goldring, le directeur général d'Oxfam de Grande-Bretagne, est au Niger. Il était ce matin avec une forte délégation dans le village de Fondou Kaina. Il est accompagné dans ce déplacement par l'ONG Vikande Nibera et Karkara. Objectif à visiter les réalisations faites par Oxfam dans le cadre du programme de résilience, notamment la construction des classes en matériaux définitifs dans le dit village. Le résumé de cette visite avec Youssouf Omar et Sadoudoumi. Il y a 3 semaines de cela, vous vous souvenez peut-être, 2 classes en matériaux définitifs ont été réceptionnées dans le village de Fandoukaina, à Walam. Là-bas, il y était. Ce mercredi 5 février, Mark Goldring, le grand patron de Oxfam de la Grande-Bretagne, est avec nous, dans le village,
pour témoigner les réalisations faites par Oxfam en collaboration avec des ONG nationales, Vie Kandinbera et Karkara. Depuis que le programme Résilience a été lancé dans le village de Fandoukaina, les conditions de vie des populations se sont améliorées. Et c'est ce que Mark Goldring veut entendre. Je suis très ému par certaines choses que nous avons vues. Nous avons vu qu'en essayant d'appuyer l'activité économique, il y a beaucoup plus de filles maintenant qui vont à l'école. De la construction des classes à leur équipement ou encore la dotation des petits ruminants aux jeunes filles en classe de CI et même la réfection de l'unique puits du village, mieux s'agissant de vivre Oxfam alerté par ses partenaires a rempli la banque de céréales aux grands besoins des habitants de Fandoukaina. Le gouverneur de la région de Tillabéri est touché par le geste. Nous allons vous accompagner dans les efforts que vous faites pour nos populations, pour notre pays. Je vous remercie infiniment, surtout pour la classe et pour le fonds. Pour sa part, l'ONG Vie Kandinbera a redynamisé le système éducatif. C'est que Oxfam, pour dire toute notre reconnaissance suite à ces belles classes équipées, inscrites pour notre école. N'est-ce pas, mademoiselle le Premier ministre? Premier ministre. En marge des enfants en âge d'aller à l'école, cette année aussi, il y a une proportion d'enfants, environ une trentaine, de 9-12 ans qui ne peuvent plus s'inscrire au CI du fait de leur âge. Donc on a proposé une alternative d'éducation, stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Et cette passerelle est en train d'accueillir les enfants. Donc ce sera un programme de 2 mois en langue, suivi de 7 mois en français. À l'issue de cette année, de ce cursus scolaire, c'est les enseignants de l'école qui viendront évaluer les enfants là. Et l'année prochaine, Inch'Allah, ils vont rejoindre leurs autres camarades du système formel à partir de la classe du CE2. Le programme de résilience de Oxfam suit son cours normal. Certes, il n'y a pas longtemps qu'il a commencé, mais déjà les résultats d'un développement durable sont plutôt palpables. Cette période de l'année rime avec l'abondance des légumes sur les marchés, les choux, les carottes, les tomates, les aubergines, bref, ils sont tous disponibles. Conséquence, leurs prix sont en baisse à la grande satisfaction des clients, nous rapporte Nafisa Zakou et Chebou Guisso qui ont fait le tour de quelques marchés de Niamey. Ils sont abondants, très abondants sur le marché. Ce sont les légumes dont les prix sont en baisse considérable. Une situation qui s'explique par le fait que ces légumes, très utiles pour la santé, sont produits localement. Sur ces marchés, les prix varient d'un vendeur à un autre. Les légumes sont moins chers. La tasse de la tomate et oignon se vend à 1000 francs ou 900 francs. Chacun trouve selon ses moyens. Maintenant, c'est la période, les légumes sont moins chers maintenant, quoi. Parce que c'est la période, quoi. Bon, maintenant, tu sais, des fois, le prix, ça varie. Maintenant, la tasse d'oignon, là, on vend ça jusqu'à 800 voire 900 francs maintenant. La tomate, on vend ça à 800 francs la tasse. Le demi, on vend ça à 400 francs. Bon, les légumes sont abordables maintenant, quoi. Tout est abordable maintenant, c'est la période avec la fraîcheur. Tout est moins cher maintenant, vraiment. Ce printemps des légumes fait l'affaire aussi des clients qui viennent s'approvisionner des légumes à des prix abordables. Avant, nous payons la tasse de la tomate à 1500 francs. Mais maintenant, ça se vend à 1250 francs. C'est pas cher, car les légumes sont partout. Les légumes ne sont pas chers. On trouve deux fois des légumes de 100 francs, voire 200 francs. Pour le moment, il y a l'oignon qui est un peu moins cher. On te met un peu beaucoup, on met 4 ou bien 5 à 100 francs. Bon, les pommes de terre, c'est un peu moins cher. On laisse ça à 450, 500. Avant, c'était 600 ou bien quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu abordable, pas trop cher, c'est moyennement. Mais il faut qu'on diminue encore. Cette abondance des légumes constitue un ouf de soulagement pour les femmes au vu de la cherté ambiante des prix des produits de première nécessité. Des femmes qui n'auront plus du mal à remplir leur panier durant cette période.
Un mot du sport dans le cadre des préliminaires de la Ligue africaine, donc Champions League africaine. L'AS Douane jouera ce week-end au Caire contre le Zamalek. À la veille de son déplacement en Égypte, les responsables de la douane nigérienne ont rendu une visite cet après-midi aux joueurs. Il s'agit pour le directeur général de douane d'encourager ses poulains. On l'écoute. Sous les couleurs du Niger que vous allez jouer en Égypte, nous comptons énormément sur vous et le Niger tout entier. La victoire que vous allez rapporter ne sera pas celle de la douane, c'est celle du Niger. Malgré les modiques moyens que nous avons pu mettre à votre disposition, nous sommes de cœur avec vous et nous vous demandons de jouer d'abord avec votre cœur. C'est-à-dire, ayez toujours cœur que vous représentez votre pays. Le cœur d'abord et le reste suivra. Nous allons vous suivre à la télé ou au niveau des téléphones, on suivra les matchs. Vous voyez, vous serez accompagné par une délégation de la direction générale qui va aller. Elle n'est pas très lourde, mais elle est suffisante, elle est représentative. C'est le directeur général adjoint qui va vous accompagner, vous applaudir pendant tout votre séjour. Et de là, lui, il va nous informer et nous resterons en éveil pendant toute la période des deux matchs. Aussi bien à l'aller, bien que les stades seront pleins. Voilà donc, bonne chance à nos représentants, les joueurs donc, de l'AS Douane qui vont quitter Niamey en destination du Caire en Égypte. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.